petite manip sur le Teams et puis après on va faire on va se présenter parce que en fait on a une nouvelle personne et puis aussi voilà, il y a peut-être des gens qui viennent pour la première fois. Il faut juste que option de la réunion, c'est où? Mmh. Paramètres, peut-être? Oui, c'est bon, c'est bon. Je suis en train de alors, qui peut éviter tout le monde peut éviter, voilà, je supprime la salle d'attente pour tout le monde. C'est parti. En principe, tous les nouveaux arrivants pourront se connecter directement. Donc bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde peut couper son micro? Hop, voilà, c'est bon, j'ai recoupé les micros. Bon, moi je suis Gwennaelle Lechet, je suis médecin au CEPIAS, donc la majorité d'entre vous me connaissent peut-être, mais je voulais, j'ai deux collègues du CEPIAS qui sont avec moi pour ce webinaire, donc je vais les laisser se présenter. Je pense que vous pouvez réactiver votre micro, j'espère. Oui, c'est fait. OK. Bonjour à tous, je me présente. Moi, je suis Nadia Bouamria, je suis cadre supérieur hygiéniste et j'ai rejoint l'équipe du CEPIAS depuis le 4 octobre, donc c'est tout nouveau pour moi. Donc voilà. Bonjour à tous, et donc je suis Sylvie Marchand, infirmière hygiéniste au CEPIAS. On se connaît peut-être déjà, ça fait plus longtemps que je suis là. Voilà, donc juste pour vous rappeler de bien garder vos micros coupés si enfin là, j'essaie de tous couper, mais voilà, si jamais, et puis vous pourrez reprendre le mieux on pourra bien sûr vous donner la parole, donc l'idée de ces réunions, si tout le monde, n'a peut-être pas assisté à la précédente, c'est de faire un temps court de présentation, donc si possible maximum une demi-heure, donc c'est moi qui vais vous présenter des actualités sur, enfin des choses sur les infections respiratoires aiguës et pour pouvoir avoir encore une demi-heure d'échange, vous pouvez parler, reprendre le micro ou mettre des questions dans le chat. Donc maximum une heure en principe. Après là, on n'est pas très nombreux, j'aurais bien aimé attendre un petit peu le temps que d'autres gens arrivent. Et après c'est enregistré, donc on pourra vous le laisser, alors l'idée nous, c'est qu'on le laisse à disposition pendant 1 mois, mais après comme c'est des données qui sont périssables, enfin, parce que c'est surtout sur ces sujets-là, on va pas le laisser en permanence, disponible, mais voilà, que vous puissiez le visionner dans le mois qui suit et on met toujours à disposition les supports, sachant que là encore, sur ces questions d'infection respiratoire aiguë, les informations peuvent se périmer un peu plus vite que sur d'autres sujets. Donc, si jamais on se rend compte que ce qu'on a dit, aujourd'hui, 11 octobre, n'est plus vrai, je ne sais pas moi, le 1er janvier, bah, on supprimera le diaporama, il faudra qu'on y pense. Parce qu'il peut y avoir des évolutions encore, on est encore en une phase un petit peu, intermédiaire. Donc ce que je voulais vraiment aujourd'hui, c'est vous proposer de faire le point sur, les infections respiratoires aiguës et non pas sur le Covid et dans une perspective de vous proposer une prise en charge unique, hein, ce qui va dans le sens de nos tutelles aussi, hein, et de nos sociétés savantes au Conseil de la santé publique. C'est le Covid a rejoint, la liste des infections respiratoires aiguës et parmi les plus répandues, donc vous aurez, forcément à faire face à grippe, Covid, enfin Covid en ce moment, grippe bientôt, probablement aussi, VRS, bronchiolite, enfin vous c'est pas des bronchiolites, mais du VRS, la circulation de VRS et donc voilà, comme c'est les mêmes populations à risque, c'est les mêmes mesures de prévention, on est clairement dans une uniformisation quand même, enfin voilà, d'arrêter de considérer le Covid comme quelque chose d'exceptionnel. Ce sera, a priori, il est pas prêt de s'en aller, donc voilà, plutôt l'intégrer, dans une gestion commune et avoir des réflexes, en fait, plutôt IRA tout le temps, enfin tout le temps et surtout tous les automnes, plutôt que de se dire: «Ah là là, Covid revient». Oui, Covid revient, mais il n'est pas le seul et du coup, plutôt pensée globale. Donc c'était vraiment donc je vais vous partager l'écran même si on est encore très peu nombreux par rapport au nombre d'inscrits.
Mais bon, ça les fera peut-être arriver, et puis sinon, on leur partagera le diaporama par la suite. Alors. Alors, est-ce que vous voyez mon écran ou est-ce qu'il faut que je switch? Parce qu'il y a toujours cette question de double écran. On voit ton écran. Et vous le voyez en plein écran ou pas du tout? Pas encore en plein écran, on voit avec Alors, les petites diapos sur le côté. C'est pas en mode ok. présentation. Et là? Là, tu es en mode présentation, oui. Et tu as une seule diapo? Oui. Ouais, d'accord, super. Donc voilà, ce que je vous disais en préambule, hein, c'est gérer les IRA après la pandémie, sachant que de mon point de vue, et je pense que je suis pas la seule, en fait, ça existait avant, ça existera après et même tout le temps, mais on peut pas tout à fait, on peut pas, même pas du tout en fait, revenir à nos fonctionnements et nos modes de pensée d'avant Covid. Covid, ça a quand même, voilà, ça a été quand même quelque chose d'énorme. Et du coup, ça nous a obligés à repenser un certain nombre de choses et en tout cas dans vos structures, clairement, au contraire, faut que ce soit, alors faut plus que ce soit enfin, faut pas que ce soit dans un mode panique, mais le Covid nous oblige à regarder bien en face les infections respiratoires aiguës. C'était déjà le cas avant, mais là, de façon peut-être un peu plus forte encore, de s'impliquer davantage, d'impliquer plus de monde et d'être vraiment dans d'être très proactif, en fait. Je pense que c'est parfois ça qui peut vous manquer, mais aussi par manque de, personnel disponible, ressources humaines ou d'avoir les bons outils, mais d'être extrêmement précoce dans cette, prise en compte qui arrivera sans l'ombre d'un doute tous les automnes, hivers, sans qu'on puisse vous dire exactement à quelle date et donc voilà, anticiper, ça je vais en reparler à plusieurs reprises, mais d'être vraiment dans une vision comme ça, globale des IRA, le plus en amont possible. Alors sur les textes mis, je voulais vous faire un point quand même sur l'actualité et recommandations, textes ministériels ou autres. Nous n'avons pas, alors j'ai pas eu le temps de refaire un point, vraiment veille, réglementaire ce matin, mais a priori rien de nouveau depuis, mars tout de même. Pas de mise à jour non plus récente, enfin récente, il y en a une du mois de mai, hein, donc c'est pas non plus, des recommandations de la SF2H, mais qui sont plus adaptées aux sanitaires qu'à vos établissements et a priori, il y aura, à notre connaissance en tout cas, pas de mise à jour dans l'immédiat et par contre, il y a un texte qu'on attendait beaucoup, du Haut Conseil de la santé publique sur les infections respiratoires aiguës qui m'a été mis en ligne il y a 2 jours, mais en fait, on ne l'avait pas vu passer, il y a 2 jours, donc on l'a vu passer ce matin et voilà, qui pareil, hein, unifie la prise en charge des IRA, hors cluster, hein. C'est-à-dire qu'eux, ils sont quand même plus sur une gestion générale de prévention des infections respiratoires aiguës et ils donnent donc un certain nombre de clés. On n'a pas eu le temps de tout lire en détail parce que, voilà, il est bien, on l'a juste eu là, mais ce sera probablement ce sera une des bases de ce qu'on vous dira dans les mois à venir. Il y a plusieurs CEPIAS qui ont produit des documents. Donc, nous, on n'en avait pas jusque maintenant et on est en train de travailler à une fiche synthétique qui vous donnera toutes les mesures. Nous, par contre, on sera vraiment sur une gestion synthétique sur les clusters, parce qu'on pense que c'est quand même ça. Là, on va parler de prévention, un peu de cluster, mais vraiment, là, ce sera une fiche cluster que vous pourrez, sur laquelle vous pourrez vous appuyer en complément d'autres outils, dont je vais reparler. Alors la situation épidémiologique des infections respiratoires aiguës, ben, elle est pour l'instant assez mal mesurée. D'abord parce qu'on se teste plus beaucoup Covid à l'extérieur et puis on se teste pas du tout sur les autres virus, hein. Ça n'a jamais été le cas et ça ne le sera probablement, jamais. Enfin pas, on va pas tous en permanence se faire des tests antigéniques ou des PCR, tous azimuts parce que, d'abord ça coûterait extrêmement cher et puis surtout les mesures, c'est les mêmes. C'est quel que soit le virus, donc si c'est pas grave, si on est «grippé» entre guillemets, ben, quel que soit le virus, il y a la même chose à faire. Donc du coup, c'est un peu normal aussi qu'il y ait pas de test en communauté. Par contre, elle est relativement préoccupante pour plusieurs raisons. Dans l'immédiat, je veux dire, enfin préoccupante, pas beaucoup plus que d'habitude, mais c'est juste la précocité probable de l'arrivée de la grippe qui nous embête un petit peu. C'est probable, mais pour l'instant, on n'a pas de chiffres, hein. Pourquoi on peut le prévoir? Parce que dans l'hémisphère sud, elle était en avance, comme l'an dernier, hein. Donc ne tardez pas sur la vaccination. On en reparlera, mais voilà, soyez quand même,
il y a de fortes chances, de toute façon, il vaut mieux qu'ils soient protégés le plus tôt possible, et puis comme ça, c'est fait pour toute la saison. Et puis, vous avez sûrement remarqué qu'il n'y a pas une adhésion aux mesures générales de prévention du risque infectieux dans la population générale, hein, plus personne ne porte de masque. Il y a aussi une hésitation vaccinale. Donc voilà, ça fait quand même des choses qui nous font penser que potentiellement la saison hivernale va être un petit peu bousculée, encore une fois. Donc il faut nous, en tant que nous, structure d'appui, et vous en tant qu'établissement, en tout cas, vous ayez tout ce qu'il faut dans votre petite, voilà, vous ayez bien les idées bien claires et tous les outils qu'il vous faut pour bien vous en sortir face à cette saison automne-hiver qui va être probablement impactée par un certain nombre de virus. Alors, Santé publique France surveille, c'est pas parce qu'on n'a pas de chiffres que c'est pas surveillé. Ils surveillent, mais ils n'ont pas encore recommencé à nous envoyer leurs bulletins hebdomadaires, dans lesquels ils nous donnent en fait des petites cartes de la France avec de la couleur. Donc, quand c'est vert, ça veut dire que ça va. Quand c'est orange, c'est qu'on rentre en phase pré-épidémique. Et puis, quand on est en rouge, c'est qu'on est vraiment en épidémie. Et nous, ça nous permet du coup de vous donner des informations régionales. Alors, information régionale ne veut pas dire que vous, individuellement, dans votre structure, vous n'êtes pas impacté. C'est pas parce que c'est vert partout que vous, dans votre structure, vous n'avez pas un cluster de quelque chose. Parce que forcément, c'est quand on cumule les situations individuelles qu'on finit par avoir une épidémie. Donc si vous avez, vous, une épidémie de quoi que ce soit dans votre structure, ben, il faut la gérer en tant que telle, même si tout est vert par ailleurs dans la région. Le Covid est en progression, vous en avez sûrement quand même. Alors, soit vous en avez entendu parler, soit vous avez des proches qui sont touchés, hein, parce qu'il y a beaucoup de cas dans la population générale. Donc vous avez peut-être des professionnels touchés aussi. Et puis, ça, c'est des infos que j'ai eues, moi, ici, à Amiens, mais qui doivent refléter la réalité. Il y a une circulation de VRS, hein, donc le virus de la bronchiolite, et qui touche aussi les personnes âgées, et d'un rhinovirus, donc virus du rhume, hein, mais qui est un des virus du rhume, qui est a priori assez costaud, enfin, voilà, qui donne des rhumes, je ne vais pas dire un rhume sévère, ce serait un petit peu excessif, mais voilà, des gros rhumes en tout cas. Donc voilà, en tout cas, les virus sont là et ça va continuer, et donc il faut vraiment activer même si vous n'êtes pas touché pour l'instant, il faut vraiment activer à la fois votre vigilance et puis bien vérifier que vous avez tout ce qu'il vous faut pour gérer les épidémies à venir dans vos structures. Alors donc pour l'instant, voilà, un peu de points d'interrogation, mais quand on aura des chiffres, on les communiquera probablement sur notre site internet. Alors la prévention donc des IRA, donc on sort vraiment on sort du tout Covid, enfin voilà, on réintègre le Covid plutôt dans les autres. C'est-à-dire que voilà, c'est infection respiratoire aiguë, il faut les voir vraiment comme quelque chose de commun, et c'est les mêmes mesures. Il faut vraiment essayer c'est pas facile, hein, parce il faut un peu qu'on change tous de logiciel. Le Covid, ça existe, mais c'est plus ou moins pareil, enfin en tout cas les mêmes gestions que les autres virus d'infection respiratoire aiguë. C'est toute l'année, en fait, la prévention des IRA, mais c'est quand même surtout en saison froide, bien sûr, mais vous pouvez avoir une infection respiratoire aiguë à d'autres moments de l'année. C'est tous les virus et pas que les 3 dont on va principalement parler, et c'est tout le monde. C'est qu'on est tous concernés par la prévention, et ça, vraiment, il faut vraiment tous se mobiliser, tous, hein, professionnels, visiteurs, etc., etc. Alors, quelles sont les particularités chez vous, dans vos structures médico-sociales? Eh ben, c'est un lieu de vie. Ça, voilà, nous, on en est conscient, mais c'est un lieu de vie très ouvert sur l'extérieur, avec beaucoup d'activités collectives, avec des difficultés de port de masque quand même, hein, pas par tout le monde, mais par pas mal de résidents, ou bénéficiaires, enfin voilà, selon leur niveau leurs difficultés cognitives, leurs troubles, etc. Et donc vous avez un risque épidémique majeur, comme toute structure collective, hein, c'est pareil dans les structures petite enfance, et cetera, mais vous avez quand même un risque majeur, et puis avec des personnes fragiles. Et puis vous avez cette difficulté de trouver, enfin qui est pas facile, hein, de faire la part des choses et de trouver l'équilibre entre la prévention du risque infectieux et bien sûr le respect aussi de leurs droits et de leur équilibre psychologique. Mais il faut quand même pas oublier le risque infectieux. C'est-à-dire que, si vous avez une énorme épidémie, vous avez potentiellement de quoi que ce soit, hein. Potentiellement, d'abord, ça va beaucoup vous désorganiser, et puis potentiellement, c'est des morts quand même. Donc, quel que soit le virus, hein. C'est pas forcément le Covid qui va taper le plus fort aujourd'hui, parce que les gens sont plutôt bien vaccinés. Il faut quand même pas oublier que derrière,
Voilà, il y a quand même, et du coup, il faut trouver cet équilibre qui est pas facile à trouver, ça on le sait, et voilà, faire la part des choses en fonction de comment ça circule aussi et de la gravité de la situation. Alors d'abord, première chose, pensez bien que toute l'année, si on applique le mieux qu'on peut ce qu'on appelle nous les précautions standards, hein, donc en fait, c'est une espèce de précaution, un peu universelle de prévention du risque infectieux ou d'hygiène, ben, en fait, on prévient déjà ce risque. Donc c'est l'hygiène des mains par friction hydroalcoolique, c'est le port des équipements de protection à bon escient, et puis là, pour le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment l'hygiène respiratoire plus, parce que c'est quand même ça. Majoritairement, ça se transmet quand même beaucoup par les gouttelettes. L'hygiène des mains est très importante aussi, mais c'est quand même, et donc, même hors épidémie, même en période d'été, même au printemps, à n'importe quel moment, toute personne qui a des symptômes doit porter un masque. Alors, sachant que pour les résidents, c'est plus compliqué. Mais là, je parle aussi de nous et de vous, c'est-à-dire les professionnels et les visiteurs. Donc essayez de faire de la communication aussi, de l'acculturation au port de masque, parce que clairement dans la population générale, c'est pas du tout rentré et c'est bien dommage, parce que si tout le monde mettait un masque quand il a ne serait-ce qu'un rhume, et peu importe quel que soit le virus, c'est pas grave, on met un masque et on évite de transmettre ce virus à nos voisins, à nos collègues, à nos amis, et il faudrait vraiment, vraiment intégrer ça. Tous, et c'est pas si facile que ça, hein. Et pas penser que: «Ah, c'est pas le covid, donc c'est pas grave». Parce que c'est un peu ça que moi que j'entends dans la population, dans des amis et cetera, hein. «Je me suis testé, c'est pas le covid, donc c'est bon». Bah, en fait non, c'est pas bon, parce que c'est aussi contagieux et potentiellement ça peut être quand même grave, selon le virus. Pas oublier de garder ses distances quand on est grippé. Alors j'ai mis des guillemets parce que c'est «grippé» entre guillemets, c'est voilà, c'est j'ai un syndrome grippal, voilà, je suis pas bien, je suis prise, j'ai le nez qui coule et cetera. Bah, je fais attention aux autres et je fais très attention aux gens fragiles. Tous s'éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, et une chose qui est très, très peu faite dans la population, pour le regarder quotidiennement, hein, dans les transports en commun, c'est une fois qu'on s'est mouché, on se désinfecte les mains. Moi, je connais pas beaucoup de gens à part les hygiénistes qui le font, mais ça, c'est une mesure qui va nous éviter de disséminer dans l'environnement, et ne pas oublier d'aérer. Alors là, il commence à faire un peu froid, donc il va y avoir des réticences, mais ça marche très bien. Ça va diluer les aérosols de virus et ça va vraiment aider à diminuer le risque. Donc ça, c'est toute l'année, tout le temps. On est vraiment, et puis donc les IRA, je l'ai dit, d'entrée de jeu, c'est quand même principalement saisonnier. Alors Covid, pour l'instant, c'est pas tout à fait exact, mais quand même, principalement, c'est un risque très saisonnier. Donc c'est automne-hiver, sans pouvoir donner forcément exactement, évidemment, hein, la date d'apparition, personne ne peut le dire. En tout cas, c'est très prévisible comme risque, et comme tout risque prévisible, bah, vous pouvez l'anticiper, et c'est quand même une grande chance. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas anticiper dans la vie professionnelle ou dans la vie, tout court, mais ça, on peut l'anticiper. Tous les automnes, de toutes les enfin, voilà, je vais pas anticiper sur, les décennies à venir, mais enfin, en tout cas, il y a très peu de chances que ça change, sauf peut-être quand on aura un climat tropical, mais en tout cas, tous les automnes-hivers, on va avoir la même chose, de la grippe, du covid, des virus de rhume, des infections respiratoires, tout genre, et donc on peut anticiper, et en plus, les mesures, c'est quand même une chance, c'est-à-dire que toutes les mesures dont je vais vous parler, elles marchent sur tous les virus. Du coup, il ne faut pas s'en priver, et il faut impliquer tout le monde. Faut vraiment il y a des dizaines de virus différents en fait, hein, on va principalement vous parler de grippe, Covid, VRS, mais il y en a plein d'autres, et donc tout symptôme, bah, on est dans un symptôme d'IRA au sens, voilà, au sens large, et on prend les mêmes mesures et on anticipe la façon dont on va s'en occuper dans la structure. Donc anticiper le plus possible. Alors le plus possible, faut pas non plus, enfin, moi je dis plus possible, c'est pour être prêt à la rentrée en fait. Donc ça dépend de vos capacités, vous, d'organisation en interne. En gros, nous en tout cas, il faudrait qu'on commence à y penser en juin, pour pouvoir y travailler un peu l'été, et pour pouvoir être prêt en septembre. Parce que si on fait pas ça, si on commence à s'en occuper en septembre, souvent on va être ça va être un peu limite. Parce que si ça arrive tout début octobre par exemple, bon là ça va encore. La grippe est pas encore là, mais vous voyez, il y a quand même il y a beaucoup de Covid, il y a des VRS qui commencent à circuler, donc si on commence en septembre dans la bousculade de la rentrée, souvent septembre, c'est quand même chargé,
souvent on va être un petit peu juste. Donc éventuellement, si vous pouvez anticiper davantage ou profiter d'un moment plus calme pendant l'été pour bien vous assurer que tout va être prêt. Après, c'est toujours les mêmes choses, hein. Donc si vous êtes prêt en 2023, ben, en 2024, vous revérifiez que vous avez tout ce qu'il faut. Mais il n'y a rien qui va être révolutionnaire dans la prise en charge, hein. Vous allez voir, on va parler de masques, de vaccination, enfin rien de. Mais il faut être prêt tous les ans, à chaque rentrée. Donc en amont, en tout cas avant septembre. Il y a des outils nationaux qui sont très bien faits. Il y a une boîte à outils prévention des infections respiratoires, dont je vous ai mis, je vous ai mis le lien sur ce diaporama qu'on vous enverra, qui est une espèce de boîte à outils avec plein de choses. Il y a des affiches, et il y a dans cette boîte à outils une checklist qui s'appelle Check-IRA, qui vous permet de vérifier que vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà, est-ce que vous avez bien des masques? Est-ce que vous avez bien du produit détergent désinfectant virus? Est-ce que tout est organisé? Enfin, voilà, je la connais pas par cœur, hein, mais elle vous permet de tout lister et de vérifier que vous avez ce qu'il vous faut pour faire face avant que ça arrive. Comme ça, si vous êtes prêts, ben voilà, vous n'aurez plus qu'à enclencher les choses. Et ces outils, on les a partagés avec nos collègues de l'ARS. Enfin voilà, ils savent qu'il y a des outils nationaux qui sont très bien faits et donc ils les ont intégrés dans leur, sur cette page que vous connaissez peut-être, hein, qui s'appelle «Conduite à tenir devant un phénomène infectieux», où ils ont tout un tas de documents. Alors certains documents sont des documents vraiment de l'ARS avec, enfin ouais, ils ont des documents à eux pour le signalement et cetera, mais il y a aussi les outils, du réseau des CEPIAS. Voilà, on est vraiment sur les mêmes outils partagés, donc ça, vous les retrouverez. Vous pouvez nous les demander, vous pouvez les trouver aussi sur le site de l'ARS. Alors ça, c'est avant. Une fois que l'épidémie est là, en tout cas que les cas commencent à arriver. Alors première chose, quand même, la personne symptomatique, la personne qui a des symptômes d'infection respiratoire aiguë, avant même que vous ayez le résultat du test, parce que le résultat du test, vous l'aurez peut-être pas à la seconde, vous l'aurez peut-être même, selon ce que vous avez comme possibilité, bah, peut-être que le lendemain ou en tout cas dans la journée. Symptômes d'infection respiratoire aiguë, tout de suite, il faut que cette personne, elle bénéficie de précautions particulières qu'on appelle les précautions gouttelettes. Donc ça veut dire que les professionnels, il faut absolument qu'ils mettent un masque. Là, on est hors, voilà, on n'est peut-être pas encore sur un port de masque partout, on n'est pas encore en cluster généralisé. Là, on a un cas, peut-être un seul, hein. Bah, quel que soit le cas, on ne sait pas encore ce qu'il a, mais on met un masque chirurgical avant d'entrer dans la chambre. Et si possible, et ça c'est dans le texte du Haut Conseil qui vient de paraître, si possible, c'est un port de masque double. Alors c'est pas 2 masques, hein, pas 2 masques l'un sur l'autre, c'est un masque pour vous, le professionnel, et si possible aussi un masque par le résident. Parce que ça va vraiment atténuer, le risque de transmission. Alors ça, c'est la théorie, on sait que c'est pas du tout aussi simple dans la réalité. Mais si c'est possible, faut pas s'en priver. S'il y a des gestes à risque d'aérosolisation, vous savez, ces gestes qui vont déclencher des particules beaucoup plus fines en plus grand nombre, qui peuvent aller directement, dans les voies, enfin dans les poumons. Là, il faut un masque FFP2 et je ne l'ai pas mis sur ma diapo pour pas charger, mais il faut un bon masque FFP2 et donc on a déjà communiqué plusieurs fois là-dessus, mais les masques, ce qu'on a appelé les KN95, les masques chinois, enfin qui étaient principalement chinois, à couture centrale élastique derrière les oreilles, ne sont pas efficaces comme des vrais FFP2. Donc assurez-vous là encore que vous avez bien des masques efficaces. Donc là, les gestes à risque d'aérosolisation, bah, ça peut être sur des aspirations, ça peut être l'aérosol thérapie, l'oxygénothérapie. Au début, j'ai pas tout remis parce que ça prend de la place, mais si vous avez besoin qu'on vous redise, vous nous demandez, on vous redonnera, les choses, ou on le mettra sur notre procédure. Mais en tout cas, voilà, il y a des gestes qui sont vraiment à risque, plus plus d'aérosols et où là, il faut mettre un FFP2 en systématique, avant d'entrer dans la chambre encore, hein. Donc et puis du coup après on le retire et on met un masque chirurgical si on est en port de masque, plus généralisé dans la structure, mais sur certains gestes, il faudra un FFP2. Lunettes de protection, ça je sais pas si ça a été maintenu dans vos structures, ce n'est pas une invention, qui date du Covid, hein. On se protège, quand on est très proche, on a des risques de projection dans les yeux. Il faut se protéger les yeux par des lunettes ou une visière, si, on est en soins très rapprochés. Pour les protections, donc les précautions gouttelettes.
Attention à l'entretien de ces lunettes de protection parce qu'elles deviennent à leur tour support de virus, donc n'oubliez pas de les nettoyer, désinfecter après utilisation. On renforce le bio-nettoyage, enfin, le nettoyage, désinfection des surfaces proches du patient. J'ai oublié de mettre désinfection avec un produit virucide. Et puis, par contre, tout ce qui est gants, protection de la tenue, là, on est dans les gouttelettes, on ne met rien de spécial, sauf si c'est indiqué par les précautions standards, donc protection de la tenue si soin bouillant, souillant et gants si contact avec liquide biologique. Voilà, ça on est vraiment sur les précautions gouttelettes. Là, je vous ai mis une affiche qui est une affiche de nos collègues parisiens, mais voilà, on pourra, je vous ai pas mis le lien, mais on peut volontiers vous la partager parce que nous on n'en a pas, je crois, spécifique précaution gouttelette, donc en attendant qu'on en fasse une éventuellement, il y en a qui sont faites par d'autres CEPIAS. Alors, en contexte épidémique, l'histoire le port du masque, en dehors de la personne vraiment qui est, elle, symptomatique, du coup, elle, voilà, on va vraiment porter un masque avant d'entrer dans sa chambre. Mais quand on va passer en contexte épidémique, à quel point il faut porter des masques et à quel moment on va déclencher les choses? Alors, il y aura j'ai mis probablement, mais en fait, sûrement pas, en tout cas, mais rien ne l'annonce, de ligne directrice ministérielle précise sur ce sujet. Il y a le texte du Haut Conseil de la santé publique et je crois qu'il n'y aura a priori que ça. Alors le plus important, si vous avez un début d'épidémie de quoi que ce soit comme virus IRA, c'est d'être très réactif parce que ça va aller très, très, très vite. Souvenez-vous, je pense qu'on n'a jamais autant, visualisé ce que c'était qu'une exponentielle que pendant le covid. C'est très, très, très rapide. C'est-à-dire que vous allez avoir un cas, vous allez avoir 2 cas, mais au bout de 3 jours, tout le monde va avoir l'infection respiratoire aiguë. Ils sont plus ou moins contagieux, mais que ce soit grippe, covid ou VRS, ça va quand même très, très vite. Donc du coup, port de masque, en contexte épidémique, il va falloir remonter le niveau et ça, c'est des décisions d'établissement, hein, mais il faudrait, dans une épidémie locale, que tout le monde reporte des masques. C'est quand même ça qui marchera le mieux, d'autant que vous savez qu'on peut être contagieux avant d'être symptomatique. Donc si ça commence, bah, vaut mieux recommander, voire imposer le port du masque très vite à tout le monde. Donc quand je dis tout le monde, professionnels et visiteurs, les résidents si possible, mais c'est s'ils sont symptomatiques, mais on sait que voilà, c'est pas toujours possible. Mais en tout cas, il faut être très actif et plus vous réagirez tôt, plus vous pourrez lever tôt. C'est-à-dire que votre cluster sera votre épidémie sera mieux maîtrisée plus vite et donc vous pourrez alléger éventuellement les mesures après, sauf si vous pensez qu'il faut absolument porter le masque en continu toute la saison, mais là, on rentre sur des choses un peu plus, difficiles à appliquer. Donc vraiment réactivité dès les premiers cas, même possiblement dès le premier cas. Ça après, le premier va en entraîner un deuxième, hein. Enfin, en général, ça ne va pas s'arrêter à un seul cas. Donc, soyez très, très, réactifs sur le port de masque, et discutez-en très vite entre vous, dans la structure, en équipe de coordination, pour dire: «Non, mais là, ça circule partout dehors, j'ai déjà 2 cas, j'ai un professionnel qui m'a téléphoné pour me dire qu'il était grippé». C'est sûr que là, si vous voulez empêcher que ça prenne de l'ampleur, il faut réagir tout de suite. L'hygiène des mains, c'est tout le temps, toute l'année, mais là, il faut la renforcer. Vraiment la renforcer et en faire encore plus la promotion à l'entrée de la structure. Bah, je vais pas vous remettre toutes les indications, mais vraiment, c'est le moment de renforcer l'hygiène des mains par pression hydroalcoolique parce que ça marche extrêmement bien et que c'est beaucoup plus pratique aussi. Et puis en plus, même si c'est pas le sujet du jour, bah, ça marche sur d'autres choses et ça marche sur quasiment tout. Je vais pas parler des exceptions aujourd'hui, mais vraiment sur presque tout, y compris sur les virus responsables de gastro-entérite. Donc, vous faites, d'une pierre deux coups et même plus que ça. Donc vraiment, renforcer en plus, vous savez que les gastro-entérites, c'est aussi hivernal. Donc voilà, renforcer la friction et puis il faut impliquer tout le monde, hein. Il faut embarquer tout le monde, les visiteurs, les résidents, les professionnels, enfin tout le monde est concerné et ça, il faudra le maintenir après. C'est-à-dire que même, forcément, quand l'épidémie sera passée, on va un petit peu probablement diminuer sa consommation, mais il faut pas arrêter, hein. Il faut continuer à se frictionner les mains, dans tous les fois où c'est indiqué et ce qui est assez fréquent en fait, hein, c'est avant tout contact avec un résident et après tout contact, déjà ça fait déjà pas mal de friction. Alors sur les dépistages, là c'est un extrait justement, j'ai pas remis la référence, j'aurais dû, mais c'est vraiment un extrait de l'avis du Haut Conseil de la santé publique dont je vous parlais en début d'intervention. Donc ils ont fait des propositions gradées
en fonction de la circulation virale. Et là, il parle de la circulation virale régionale, en fait, enfin, nationale, mais du coup régionale, de Santé publique France. Donc, il y a des mesures différentes selon qu'il n'y a pas du tout d'épidémie, qu'on est en pré-épidémie ou en post-épidémie, ou qu'on est carrément en rouge. Et ils ont adapté d'ailleurs leurs couleurs sur les couleurs des cartes de Santé publique France. Et du coup, ça, c'était une notion qu'on n'avait pas avant de lire cet avis. Donc, vous voyez que s'il y a la croix, ça veut dire que ça s'applique. Donc, ça ne s'appliquera que quand on sera en phase épidémique régionale. Il recommande un dépistage systématique avant l'admission en EHPAD. Et ça, j'avais pas l'info, et c'est voilà. Donc du coup, on voulait vraiment vous la communiquer. Là, ils repartent quand ils étendent le dépistage qu'on faisait pour le Covid à toutes les IRA, parce que là, on parle de toutes les IRA, hein. Donc du coup, voilà, ils étendent, ils ont plutôt relevé ce qu'on faisait pour les IRA sur ce qu'on a fait pour Covid, mais uniquement en phase épidémique, pas toute l'année. Et donc dépistage systématique avant admission. Et puis, bien sûr, si on vous demande un dépistage, parce que votre résident doit être transféré, bon, bah, en tout cas, en période épidémique, c'est vraiment très défendable. Hors période épidémique, on sait que parfois c'est exigé. Après, c'est une communication, un échange avec les gens dans l'établissement de santé. Mais voilà, en tout cas, ce n'est pas recommandé par le Haut Conseil hors période épidémique. Ah oui, alors j'ai pas mis, je suis désolée, il me manque une diapo. Bon, il me manque une diapo sur les tests. Eh ben, je crois que du coup, je vais en parler oralement, mais sur le qu'est-ce qu'on fait comme test, le plus simple, me semble-t-il, c'est quand même de faire plutôt des tests antigéniques, si possible, des triples tests. Enfin, c'est un test qui donne les 3 virus, qui va vous donner la réponse pour Covid, grippe, VRS. Ça existe. Et donc, ça vous permettra quand même d'être. Alors, c'est moins sensible que les PCR, c'est moins. Ça va passer à côté de quelques diagnostics, ça c'est sûr. Mais par contre, c'est plus rapide. Et puis, vous aurez les 3 virus d'un coup. Donc, c'est quand même une des techniques probablement les plus pratiques et applicables dans vos établissements. Et après, à la question combien de tests on fait en début d'épidémie, j'ai la réponse nulle part. Et notre positionnement au CEPIAS, c'est vous faites 3-4 tests au début de l'épidémie, donc sur les 3 virus, et après, bah, c'est tout. Une fois que vous avez le virus, ou que vous ne l'avez pas d'ailleurs, hein, parce que c'est possible que vous n'arriviez pas, parce que c'est un autre virus, mais en tout cas, si c'est un de ces 3-là, vous avez quand même une bonne chance de le trouver. Et puis après, bah, l'épidémie, elle va être très probablement à virus unique, et donc c'est pas la peine de tester tout le monde, en fait, hein. Donc ça, je pensais que je vous l'avais laissé sur une diapo, mais c'est pas le cas. Après, je pourrais répondre à vos questions si vous souhaitez. Ensuite, il faut suivre votre épidémie. Alors suivre, ça ne veut pas dire continuer à faire des tests, hein, ça veut dire vraiment suivre. En fait, chaque nouvelle personne symptomatique, bah, c'est un cas, jusqu'à preuve du contraire, et il n'y a pas de preuve du contraire. Toute personne qui a une IRA, c'est un cas de l'épidémie. On va l'intégrer dans la courbe épidémique. Et donc, pour le suivi de l'épidémie, donc il y a des outils ARS sur la page que je vous ai donné quelques diapos avant, qui vous permet justement de suivre vos cas. Et puis, il y a aussi une checklist, mais là, du coup, c'est sur le suivi de l'épidémie. C'est pas que sur la courbe épidémique, hein, c'est un peu voilà, comment j'arrive à suivre mon épidémie, selon un peu comment elle évolue. Est-ce que j'arrive à bien faire tout ce qu'il faut? Il faut signaler à partir de 3 cas en 4 jours, quel que soit le virus. Et même si vous n'avez pas le virus, c'est-à-dire que si c'est une épidémie d'IRA non documentée, bah, c'est quand même une épidémie d'IRA. Il faut le signaler sur le portail national. Je vous ai pas remis tous les liens, mais il y a un webinaire qu'on a fait au mois de septembre. Il y a le replay, s'il n'est pas encore sur notre site internet, il va y être. Et on a les 3 diaporamas de mes 2 collègues de SP France et ARS et le mien, qui vous redonnera toutes les informations sur le signalement des IRA dans vos structures. Pour l'entretien des locaux, s'assurer que vos produits sont bien virucides. Alors ça, il faut l'avoir vérifié avant. Et puis même, je vous dirais, ayez des produits virucides tout le temps. C'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Donc qui répondent à une norme qui va bien, vous savez bien sûr que ça va tuer les virus que vous voulez tuer, parce que sinon,
Sinon, bah, c'est pas la peine de mettre un produit désinfectant si le virus n'est pas ciblé. C'est pas la peine de désinfecter par terre, ça sert à rien. Donc par terre, vous continuez à nettoyer comme d'habitude. Par contre, ce qui va être vraiment utile, c'est pas même sur les surfaces, hein, c'est de cibler certaines surfaces. Et c'est vraiment partout où on met ses mains. Alors, vous me direz qu'on met ses mains un peu partout, mais il y a vraiment des endroits qui sont beaucoup plus touchés que d'autres, en particulier ben, par vous-même, mais aussi par les résidents. Et du coup, voilà, vous voyez bien, hein, les mains courantes, tout ce qui est autour du lit, les barrières de lit, les adaptages, enfin, voilà, les choses qui sont tout le temps touchées, c'est pas la peine d'aller désinfecter toutes les surfaces inaccessibles, etc. Il y aura pas beaucoup de virus dessus, c'est pas ça, c'est pas. Faut le nettoyer, bien sûr, comme d'habitude, mais c'est vraiment les surfaces fréquemment touchées. Et il faut pas oublier que c'est vraiment en miroir avec l'hygiène des mains et l'hygiène respiratoire. Parce que si vous passez du temps à nettoyer vos surfaces, à les désinfecter, mais que personne ne se désinfecte les mains, bah, je pourrais presque vous dire que ça ne sert à rien. Parce que votre surface, elle va être recontaminée illico presto, hein, ça va prendre. C'est pas parce que vous avez désinfecté une surface elle reste pas, comment dire, il y a pas de répulsion pour les virus très longtemps, hein. Le produit, c'est une fois qu'il aura fait son effet, la surface, redevient tout à fait. Enfin, les virus vont se remettre dessus, et il n'y a pas d'effet rémanent, enfin, il n'y a pas d'effet continu du désinfectant. Et du coup, c'est l'hygiène des mains et l'hygiène respiratoire, parce que si tout le monde tousse, éternue et se frictionne pas les mains, votre entretien de l'environnement, malheureusement, il va être pris en défaut tout le temps. Et vous ne pouvez pas passer votre vie avec une lingette désinfectante à la main, courir derrière toutes les surfaces. Donc, c'est vraiment faut toujours bien se remettre ça en tête. L'environnement, c'est important, mais si sans hygiène des mains très performante, ça ne fera pas l'effet que vous souhaitez. Et puis j'ai mis un tout petit point sur linge, déchets, vaisselle. Je ne voulais pas faire une diapo pour ça, mais c'est circuit habituel. Il n'y a rien de spécial, donc vous ne changez rien. C'est tri habituel des déchets. Ce qui va en dasserie, d'habitude va en dasserie, mais il n'y a rien de spécifique parce qu'ils ont eu une infection respiratoire aiguë. Ni sur le linge, ni sur la vaisselle. Ah bah voilà, je l'avais laissé. Bah, je pense que je n'ai pas mis le bon diaporama. Je vous ai mis un diaporama où j'avais oublié d'enlever un ou deux trucs. Sur la vie collective, en début d'épidémie, il faut quand même essayer, pour n'importe quel IRA, hein, il faut essayer que les personnes symptomatiques restent en chambre. Alors on sait que c'est pas facile. Si c'est vraiment pas possible, bah, c'est vraiment pas possible, hein, déambulant, bah, on va pas pouvoir l'enfermer, bien sûr, hein, c'est pas du tout le sujet. Mais toute personne qui est en capacité, alors s'ils sont pas très bien, ce sera un peu plus facile. Mais en tout cas, essayer de les retirer un petit peu de la vie collective, parce que sinon, c'est sûr que vous allez avoir une épidémie majeure. Et ça, c'est vraiment important. Quelques jours, les gens symptomatiques, alors 7 jours si possible, parce que sinon, c'est sûr, ça va diffuser comme une traînée de poudre. Si c'est vraiment pas possible, bah, essayer de réduire leurs interactions, donc qu'ils mangent à une table quand même tout seuls et pas avec leurs amis habituels. Voilà, ça encore, c'est pas facile, mais ça va quand même réduire le risque. Si possible, pas trop d'activités collectives quand même. Enfin voilà, essayez de faire du mieux que vous pouvez pour que les gens symptomatiques, ils soient le moins possible en contact avec les autres. Comme le port de masque va être possiblement non applicable, bah, du coup, il faut relever le niveau des autres mesures. Donc, vous portez vos masques encore mieux. Tous les gens qui peuvent en portent un, etc. Si vous avez un démon déambulant symptomatique, bah là, il faut vraiment penser à relever encore plus que d'habitude le niveau des autres mesures, l'aération, etc. Ça réduira un peu le risque. Et puis, si vraiment il y a une épidémie majeure, enfin, on voit qu'elle se développe, bah, il va falloir quand même prendre des mesures plus contraignantes. Alors, sur décision, bien sûr, hein, de la structure, hein, c'est une décision toujours de la direction. Il faut que ce soit adapté et limité dans le temps, par contre, bien évidemment. C'est-à-dire que c'est vraiment le temps de maîtriser le phénomène. Et comme je vous l'ai dit, et ça vraiment c'est une réalité, plus vite vous aurez pris des mesures, plus vite vous maîtriserez le phénomène, plus vite vous pourrez lever les mesures. C'est vraiment, ça a été prouvé même dans la gestion collective du Covid par nos différents gouvernements des différents pays. Ceux qui ont confiné très tôt ont pu lever le confinement très tôt. Et il y a beaucoup de pays qui ont confiné beaucoup trop tard, comme nous par exemple. Donc voilà, plus vite, alors nous on ne confinera pas, on parle plus de confinement, plus d'isolement, mais plus vite vous prenez des mesures, plus vite vous pourrez les lever, parce que vous aurez une épidémie plus courte. Et ça marche vraiment.
Et il faut prévenir, par contre, il faut communiquer, prévenir les visiteurs, les intervenants, etc., que voilà, pendant quelques jours, au moins, on va lever un petit peu, on va arrêter un peu les interventions extérieures, les animations, etc. C'est pour mieux revenir après. Vraiment, prenez-le comme ça. Oui, bah, on annule, je ne sais pas quel événement un peu festif, repas que repas, etc. Mais si vous faites un repas, si vous maintenez un repas ou une activité commune, alors que vous avez un début d'épidémie, vous allez être impacté de façon majeure, longtemps. Vous pouvez avoir des décès. Alors que si vous prenez des mesures pas faciles à accepter, mais qui sont on supprime telle et telle activité, on ne fait pas la fête qu'on avait prévue, hein, donc ça va se présenter forcément au moment de Noël, etc., hein, ça faut quand même l'anticiper ça. On supprime la fête, mais parce on fera un rebond en fait. Voilà, on fera une fête, mais on la fera un peu en décalé. C'est vraiment, ça, faut vraiment qu'on l'intègre tous. C'est pas facile, mais ça marche. Si vous avez des professionnels symptomatiques, alors ça a déjà dû vous arriver au cours des semaines passées. Si c'est possible pour vous, sur le plan des ressources humaines, j'entends, vaudrait mieux qu'ils restent chez eux, au moins quelques jours. Parce que alors j'ai mis 7, en tout cas, 3-4, en tout cas tant qu'ils ont des symptômes vraiment évidents d'infection respiratoire, s'ils viennent travailler, ils vont forcément risquer de transmettre le virus à quelqu'un. C'est très, très difficile d'y échapper. S'ils viennent quand même parce que vous ne pouvez pas faire autrement, ou parce qu'ils veulent venir travailler, parce qu'ils veulent pas être en arrêt de travail, bah, port de masque plus et éviter toute interaction sans masque. C'est ça qui est le plus compliqué. Le port de masque, ça va être assez bien fait en général, mais le problème, c'est tous les moments où on l'enlève. La pause, le repas, la pause cigarette, le vestiaire, le covoiturage, et là, bah, c'est sûr que s'ils ne le font pas, s'ils ne se mettent pas en retrait de leurs collègues, et ce n'est encore une fois pas du tout facile, il va y avoir des transmissions de virus. C'est imparable si vous voulez. Enfin, les virus respiratoires, ça marche comme ça. Donc si on ne se met pas en distanciation, ce qu'on a appelé voilà, et ben, on transmet. Ça, c'est malheureusement, quelle que soit la personne qu'on a en face de soi, on risque de transmettre. Et donc attention, si possible encore, mais là c'est des problèmes ressources humaines, s'ils viennent vraiment, qu'ils puissent ne pas prendre en charge les résidents particulièrement fragiles ou qui ne seraient pas vaccinés. J'espère que c'est pas trop le cas, mais c'est quand même possible parce que là, effectivement, il ferait prendre un risque important à ces personnes. Et puis n'hésitez pas à refaire régulièrement de l'information, de la sensibilisation à l'hygiène respiratoire, ça c'est toute l'année, tout le temps. Quand on a un symptôme respiratoire, alors on va pas s'arrêter au moindre rhume, mais on porte un masque, on fait attention à ses collègues aux personnes qu'on prend en charge. Et ça faut vraiment mmh, ça devienne, un réflexe en fait, hein, vraiment, permanent. Un petit mot sur les vaccinations. Il y a un document là, du coup, il y avait des documents récents qui sont parus, il y a des documents qui vous sont vraiment dédiés, enfin, qui ont été vraiment faits pour vos structures. Il y a un document sur l'organisation de la vaccination dans vos établissements. Il y a une mise à jour d'un document qui avait déjà été fait, qui existait depuis longtemps, sur comment on fait quand il y a un cluster au sein, alors là, on parle vraiment de Covid par contre, hein. Un cluster comment on fait pour vacciner au sein d'un cluster? Et donc les consignes n'ont pas changé. On teste. On teste avant de vacciner. Et bien sûr, on ne vaccine jamais de toute façon, hein, on ne vaccine jamais quelqu'un qui est symptomatique. Et puis, bon, l'avis du COVARS, j'aurais pas dû le laisser, mais c'est un avis beaucoup plus, un peu plus détaillé, sur la vaccination. Enfin ça, c'était plus pour nous et pour les gens qui auraient envie d'aller voir comment ont été prises certaines décisions au niveau de nos tutelles, enfin de notre ministère. Et puis il y a la page, ARS vaccination grippe, qui vous redonne les outils, les totems, les affiches, et cetera, sur la grippe du coup, enfin sur la grippe Covid, sur les vaccinations des professionnels de santé. Donc vous savez les affiches avec les petits bonshommes là, qui ont des masques et qui ont un petit pansement sur le bras, ils ont été mis à jour. Donc n'hésitez pas à les voir et puis à les demander à l'ARS, que je pense qu'il y a possibilité d'obtenir des outils papier, enfin voilà. En tout cas, renseignez-vous auprès de la DPPS. Si vous voulez l'adresse, je vous la mettrai après dans le chat. Voilà, donc cette année, la particularité, la seule nouveauté vraiment, c'est qu'ils ont supprimé la notion en fait, on ne demande plus aux gens s'ils ont été primo-vaccinés, combien ils ont fait de rappels, et cetera. On tient compte de leur dernière infection ou dernière injection. Donc à partir du moment où leur dernière infection ou injection remonte à plus de 6 mois, on peut leur proposer, un rappel, là je parle du Covid, du coup. Donc la campagne Covid a déjà démarré, comme vous le savez peut-être. Grippe, ça démarre, le 17,
Et il y a possibilité, en tout cas c'est un avis de la Haute Autorité de Santé, de coupler les 2 vaccinations et c'est probablement ce qu'il y a de plus simple, dans vos structures. Alors n'hésitez pas à communiquer avec les familles, avec les visiteurs, sur le port de masque, sur le report des visites en cas de symptômes. Ça, c'est une chose nous, on a des documents qu'on pourra vous fournir, hein, qui existent depuis des années, hein. Depuis 2017, il y a des affiches qui ont été faites par des collègues sur, voilà, je suis un peu malade, j'ai un des signes, j'ai un peu un rhume, j'ai un peu mal au ventre, j'ai des signes, je ne viens pas. Je ne viens pas, je viendrai plus tard. Je viendrai, vaut mieux être absent, de ses proches pendant 3-4 jours, 4-5 jours, plutôt que de faire rentrer le virus dans la structure. Ça, c'est pas forcément facilement accepté, mais vous pouvez communiquer là-dessus. C'est vraiment utile parce que ça évitera encore une entrée du loup dans la bergerie, une de plus. Et donc n'hésitez pas à en parler, avec, les familles. Hygiène des mains, ça c'est aussi valable pour les visiteurs et puis, il faut bien sûr communiquer sur les mesures que vous prendrez dans la structure si elles sont un peu plus restrictives. Parce qu'il faut expliquer pourquoi on fait les choses et vraiment être sur ce discours de: «Oui, on sait, c'est un peu douloureux, mais on le fait pour que ça aille mieux plus vite et pour» on ne sait pas supprimer, c'est reporter en fait. Hein, on reporte un événement et voilà et je pense que beaucoup de gens sont en capacité de comprendre ça. Si on leur dit que c'est pour protéger leur famille, leurs proches, je vois pas comment on pourrait, ne pas comprendre ça, en fait. Bah, par contre, faut l'accompagner, faut l'expliquer, faut faire de la pédagogie. Donc voilà, faut qu'on change tous de logiciel. Covid, bah oui, Covid, ça a été une période, quand même très particulière, mais maintenant, voilà, on est sur IRA, mais par contre on n'est pas que sur IRA comme avant Covid. Ça, il faut quand même tous en être conscients. Il y a eu quand même des prises de conscience et des changements dans la façon de réfléchir à ça, partout, hein, chez nos collègues ARS, Santé publique France, chez nous-mêmes aussi. Voilà, la réflexion est pas exactement la même qu'avant. Anticipation, ça, je pense que vraiment, si vous devez retenir un mot-clé, c'est ça, anticiper au maximum. Souvenez-vous que c'est une stratégie commune, même symptômes, même population à risque, même mesures de prévention, donc ça marche et ne pensez pas oui, il y a des choses qui sont compliquées, plus en médico-social peut-être qu'en sanitaire, mais vous avez plein de choses à faire qui marchent bien. Il faut le faire avec de l'accompagnement, de la pédagogie et de la conviction. Mais ça marche et donc vraiment ne vous privez pas de ces mesures parce que, ça vous épargnera vraiment des difficultés de tout genre, hein, parce que si vous avez des IRA, vous aurez aussi, des gens malades dans vos professionnels, donc vous aurez des arrêts de travail, donc vous aurez des difficultés d'organisation et c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus vous avez de gens arrêtés et plus c'est compliqué de vous organiser et plus vous aurez du mal à maîtriser. Donc vraiment, adopter une stratégie en amont. Donc maintenant, pour le coup, puisque là, on y est déjà ou on va y être, communiquer, vraiment avec les équipes, les usagers. Si vous avez besoin d'outils, faites appel à nous. On a plein de choses. On peut vous fournir des affiches, des flyers, enfin voilà. Tout le monde doit se responsabiliser. Tous, hein, mais je m'inclus dedans, hein, on est tous des fois un peu à dire: «Ouais, mais le masque, il y en a marre et tout ça». Bah non. Là, vraiment, on peut pas se permettre ça. Il faut absolument qu'on soit tous responsables, sur ces sujets-là. Et puis donc on est en train de vous préparer un document synthétique dont on devrait, sortir la version finale la version vraiment, relue et mise à disposition en fin de semaine prochaine, qui vous donnera un peu une espèce de guide pour bien vérifier que vous avez toutes vos mesures bien mises en place, quand vous êtes en cluster. Nous, du coup, c'est vraiment un document, plus cluster et freinage de cluster que prévention. Voilà, je vais départager. Hop. Et puis, on est vraiment, du coup, toutes les 3 parce que j'inclus, aussi, Alors, il y avait déjà une première question, Gwenaëlle, par rapport aux filières, de déchets et notamment les déchets Dasri, d'un résident Covid positif. alors, bonjour, pour les Et collègues du décès coup, il y Covid, a on des reste non, échanges on n'est entre les pas en personnes. DASRI. Justement, c'est bien ça la en fait, on est normal. On est comme pour n'importe quel résident et donc on ne met pas les déchets en DASRI. En fait, le DASRI, ça va être uniquement alors s'il a le Covid et qu'il a des diarrhées profuses, soit parce que c'est le Covid, enfin voilà, parce que le Covid lui donne des diarrhées, soit pour une autre raison. Bon là, du coup, je vous dirais que les protections, pourquoi pas les mettre en DASRI parce que toute diarrhée infectieuse, on va mettre en DASRI. Mais c'est tout.
Rien d'autre. Pas les EPI, aucun autre déchet n'ira en dasserie, c'est la filière normale. Et puis, Alors, ça avait changé, bien sûr, tout au début, quand on ne connaissait pas, on était peut-être un peu excessif aussi, mais les choses ont bien évolué depuis. Et alors, donc, c'est sûr, on parle d'un texte, quelqu'un parle d'un oui, texte alors je pense récent, que c'est mais le texte du Haut Conseil de la santé publique, effectivement, et qui nous met en difficulté. Il faut savoir que ça ne dit pas la même chose que la SF2H, et nous, notre référence, c'est quand même la Société française d'hygiène hospitalière, et que c'est assez curieux que le Haut Conseil, alors c'est pas les mêmes personnes, hein, entendons-nous bien, il y a des gens au Conseil qui disent ce n'est plus un virus émergent, on fait comme pour n'importe quel virus respiratoire, et un autre texte qui sort parallèlement et qui donne une conduite à tenir un peu spécifique sur le Covid. En tout cas, nous, notre positionnement, il est clair, et il se repose sur la SF2H, et ce sera filière normale. Et voilà, après, s'il y a des gens qui veulent suivre la vidéo conseil, ils peuvent, mais c'est quand même beaucoup plus simple pour vous tous d'avoir une gestion globale, infection respiratoire aiguë avec les... Et il n'y a rien qui le justifie en plus au-delà de ça. Puisque c'est plus un virus émergent, c'est en plus pas du tout un virus qui se transmet majoritairement par les fluides corporels. C'est vraiment un virus gouttelette et un peu air. Donc pour moi, c'est vraiment... Il y a rien qui le... Et puis c'est un virus en plus même relativement fragile. Donc c'est un peu difficile de suivre ce texte, enfin de comprendre ce texte. Et voilà. Après, je sais qu'il existe effectivement. Euh, alors, les tests VRS grippe. Alors, sur les histoires de remboursement, je n'ai pas la réponse, mais je peux poser la question. Les tests antigéniques Covid sont-ils toujours disponibles en pharmacie gratuitement Alors ça m'étonnerait beaucoup, hein. Gratuitement, je ne suis pas sûr du tout. Mais c'est une bonne question. Mais ça, il faut qu'on pose la question à l'agence ou à la CEPAM. Mais moi, je ne suis pas sûre. Je pense que sur prescription, une PCR sur prescription, bah, peut-être que ça doit être remboursé. En tout cas, moi, la dernière que j'avais fait, je ne l'avais pas payée, mais c'était il y a déjà plusieurs mois. Donc, sur prescription, je dirais plutôt oui. Mais là, comme ça, un test antigénique en pharmacie, je sais pas. Mais c'est une bonne question. On va se la noter et puis du coup, on reviendra vers vous. Donc, c'est docteur Darcel. On posera la question aux gens qui savent. Remboursement des tests. Je dirais plutôt non, mais j'en sais rien. Donc, pour les professionnels et pour les résidents. C'est pas ma RS. Ok, c'est noté. Bah oui, oui, on se doute bien que c'est cher, bien sûr. Mais c'est pour ça que du coup, mais la PCR, c'est encore plus cher. Après, c'est pour ça que du coup, bah, moi, j'ai posé la question hier à mes collègues de l'ARS, et on fait combien de tests au sein d'une épidémie, enfin, voilà, dans un cas de cluster, et ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas ils ont pas d'instruction ministérielle, mais souvenez-vous, pour la grippe, on faisait 2-3 TROD, et puis, enfin 3-4, et puis voilà. C'est quand même bien de savoir à quoi vous avez affaire pour pour les quelques cas qui relèveraient du Tamiflu ou du Paxlovid. À part ça, je suis d'accord, hein, les mesures sont exactement les mêmes, hein. Donc, c'est pas le test qui va vous donner une différence sur les mesures de prévention. C'est les mêmes masques. La vaccination s'est faite en amont. Du coup, effectivement, hein, ça va pas résoudre le problème parce qu'on sait quel virus on a. Après, c'est intéressant sur le plan épidémiologique quand même, parce que du coup, l'ARS, quand vous allez faire votre signalement, vous allez lui donner le résultat des premiers tests. Et c'est important quand même qu'on ait des données épidémiaux. Et puis, ça va être intéressant individuellement pour le résident qui pourrait bénéficier de Tamiflu ou de Paxlovid. Mais voilà, c'est pas non plus... Enfin, c'est pas comment dire, ça va rien changer à la prise en charge de l'épidémie, effectivement. Ça, je suis tout à fait d'accord. Alors, du coup, nous, on parle plus d'isolement parce qu'on trouve que ce mot a quand même été, voilà, a été très. Mais ce serait plutôt mettre un peu, voilà, essayer, si c'est possible, que les gens gardent la chambre pendant une semaine. Mais refaites pas de test, par contre, hein. En fait, tant qu'ils sont symptomatiques, qu'ils restent en chambre.
quel que soit le virus, ou quel que soit même le virus non diagnostiqué parce que vous n'avez pas fait de test ou parce que le test est négatif, parce que c'est peut-être un autre virus. Et du coup, c'est aux alentours de une semaine. C'est tant que c'est possible, en fait. S'ils sont vraiment très symptomatiques, mais très symptomatiques respiratoires, c'est sûr que c'est mieux s'ils peuvent garder la chambre, hein, parce qu'ils en diffuseront moins. Mais si c'est pas possible, c'est pas possible. Enfin, faut vraiment que ce soit c'est selon la personne. Mais si c'est possible, oui, faut pas s'en priver parce que et du coup, si possible, repas en chambre. Donc voilà, c'est vraiment ça qui va devoir qu'il va falloir prioriser, c'est d'essayer de les garder en chambre et en tout cas pas d'activité collective pendant 5 à 7 jours, le temps que les symptômes se calment. Et du coup, non, pas de dépistage généralisé. Pas de dépistage généralisé, un dépistage plutôt ciblé sur les symptomatiques et même, je dirais, sur les 3-4 premiers et ensuite, toute l'épidémie est probablement due au même virus. Alors, est-ce qu'ils peuvent ressortir dès qu'ils sont plus symptomatiques? Parfois même avant, en fait, nous, on a discuté avec des infirmières, nos infirmières mobiles en hygiène qui nous ont dit, en fait, déjà, quand on arrive à les garder en chambre une semaine, c'est déjà beaucoup. Et donc après, l'idée, c'est que, effectivement, alors on a rediscuté aussi avec notre collègue Karine Blancard, qui est bien au courant de, c'est qui nous a fait un peu de biblio sur Omicron. Et Omicron, c'est vraiment court comme incubation, plus court que les variants précédents. Et du coup, ils sont plutôt contagieux avant d'être symptomatiques. Bon, c'est là qu'on se fait avoir, mais et en fait, une fois qu'ils vont avoir leurs symptômes, alors par contre, tant qu'ils ont des symptômes respiratoires, je ne parle pas de la toux irritative qui reste, mais vraiment, tant qu'ils ont de la fièvre, si on peut les maintenir hors du groupe, c'est mieux, évidemment, dans la mesure du possible. Et s'ils peuvent porter un masque, c'est bien. Et s'ils ne peuvent pas, on essaye. Il faut essayer de, comment dire, de mettre des mesures un peu aussi en fonction de. Ça va être un peu du cas par cas quand même parfois, parce que ça va dépendre du résident. Et ça va dépendre de votre structure et de comment c'est organisé. Mais c'est sûr que si vous êtes en pleine épidémie, vaut mieux arrêter toutes les activités. Si vous avez le personnel pour faire repas en chambre, il faut faire repas en chambre, hein. Parce que sinon, ça va s'étendre. Enfin, c'est indéniable, en fait, malheureusement. Donc, il faut essayer, en tout cas. Et après, si votre résident, il est vraiment impossible à maintenir en chambre, en général pour des raisons de troubles cognitifs, et qui peut bien sûr pas non plus porter le masque, là, c'est que tous les autres, tous ceux qui peuvent en portent un, on aère davantage, on renforce l'hygiène des mains et la désinfection, on remonte le niveau, encore plus, un peu plus, le niveau des autres préventions. Il faut vraiment le voir comme je le dis souvent, mais pour moi, c'est une image assez juste, c'est comme la prévention routière. Même si vous prenez toutes les mesures, vous n'êtes pas sûr d'éviter un accident mortel, mais toutes les mesures viennent s'accumuler. Et donc, s'il y en a une qui est prise en défaut, il faut encore plus. Je veux dire, quand vous savez que vous êtes légèrement alcoolisé, vous conduisez plus lentement. Enfin, on n'est pas censé conduire alcoolisé, mais ça peut tous nous arriver. On va quand même conduire encore plus prudemment. En tout cas, c'est souhaitable. Et c'est un peu pareil. Si vous n'avez pas la possibilité de faire certaines choses, il faut essayer de relever encore le niveau du reste. Ce qui n'est pas facile, hein, parce que ça demande beaucoup d'investissement des équipes. Et puis c'est pas parce que vous aurez tout bien fait que vous n'aurez pas d'épidémie. Enfin voilà, et voilà, c'est tout. Faut pas non plus enfin, je veux dire, faut pas se sentir coupable de ça. Le virus respiratoire, c'est quand même un sacrément difficile à maîtriser. En tout cas, la réactivité au plus tôt, ça c'est sûr que ça fonctionne. Plus vite vous portez, surtout sur le masque. Quitte à l'imposer à l'entrée de la structure pour une semaine, quoi. Une semaine, 10 jours, 15 jours. Il y a une personne qui Ouais. signale justement Covid des résidents qui allaient bien et plus. puis qui justement qui Ah se oui, 8e, détériorent un 9e petit jour. peu. Ouais. C'est toute la question de la durée des mesures, en fait. Alors, en fait, les mesures, pour l'instant, vous savez que c'était resté sur 14 jours. Enfin, voilà, ça n'a pas changé au niveau des précautions complémentaires qui sont proposées par la Société française d'hygiène hospitalière. De toute façon, c'est tant qu'il y a des symptômes, effectivement, et si vraiment ils sont sortis un petit peu, si on voit qu'ils rechauffent, bon, faut peut-être Mais ouais, c'est pour ça qu'il y en a qui disent 10 jours. Alors les Américains, a priori, ils ont tablé sur 10 jours pour toutes les IRA.
Enfin, pour le Covid, hein, ils ont tablé sur 10 jours, quel que soit le cas, et sur 20 jours si immunodéprimé. Mais en France, c'est resté sur 14. Le problème des précautions complémentaires, de l'application des précautions complémentaires gouttelettes dans vos établissements, c'est que vous ne pouvez pas les laisser 14 jours en chambre. Enfin, c'est quasiment impossible. En tout cas, nous, de ce qu'on a comme retour de terrain, c'est extrêmement difficile. Du coup, c'est quoi appliquer les précautions complémentaires à un résident qui ne peut pas rester en chambre et qui ne peut peut-être pas porter le masque? On est un peu coincé, en fait. Ce que fait le professionnel, ça, c'est une chose, mais c'est qu'est-ce qu'on fait de ce résident, donc peut-être contagieux? On peut pas l'enfermer, voilà. En tout cas, on peut pas l'enfermer. Donc du coup, c'est pour ça qu'on se dit autour des symptômes. Donc si vos symptômes, ils durent une semaine, bah, c'est une semaine plus, se donner 24 heures sans fièvre. C'est vraiment la fièvre, qui va être un des principaux, enfin qui va être à suivre, et puis les symptômes qu'ils ont eus. Donc si c'est des symptômes digestifs, bah, tant qu'ils ont des symptômes digestifs, en plus le digestif, ça va disséminer quand même pas mal d'autres choses. Donc bah, s'ils peuvent garder la chambre tant ils sont un peu diarrhéiques, c'est mieux. Voilà, mais ça va être un peu au cas par cas et selon aussi le résident. C'est ça qui est un peu compliqué, dans vos structures, c'est qu'on ne peut pas vous donner un truc tout fait, qui va marcher tout le temps. Ça va quand même vraiment beaucoup dépendre de la personne. Si vous pouvez, s'ils peuvent garder la chambre sans trop de, enfin voilà, que c'est acceptable, et s'ils peuvent porter le masque, et ben, surtout ne vous en privez pas, hein. Mais on sait que c'est pas toujours le cas. Il y a une Alors, main ouais, il y avait une main levée, ça correspond à la question au sujet d'une situation, enfin voilà, ils sont en fin d'épidémie et ils veulent faire la campagne de vaccination. Donc, faut-il tester Alors, les résidents au préalable, ceux qui n'ont pas été diagnostiqués? ouais, en fait, ceux qui ont été, alors évidemment, ceux qui ont une infection prouvée Covid, bah, ils sont tranquilles pour 6 mois. Par contre, effectivement, ceux qui n'ont pas eu d'infection, officiellement, enfin, en tout cas, voilà, il faudrait effectivement mieux enfin, c'est la recommandation. Il faut tester avant de vacciner, sachant que quand même, enfin, si le texte est positif, c'est tout, voilà, pas de vaccination. S'il y a des symptômes, pas de vaccination, mais en tout cas, ne pas hésiter à vacciner ceux qui n'ont pas été touchés parce que, ça va les protéger pour le reste de la saison. Et c'était ça, je pense, la main levée. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce, parce qu'il est l'heure, en fait. Il est 14 h et je veux pas vous mobiliser trop longtemps. N'hésitez pas, enfin voilà, si vous avez, on va vous mettre le diaporama, je vais le recompléter parce qu'il y a eu un bug sur la diapo, des dépistages. On le mettra sur notre site. Et puis n'hésitez pas à nous recontacter vraiment, si voilà, au coup par coup. Il y a madame, Nabé qui a levé la main, si je Oui. vois bien. Oui. Excusez-moi parce que j'ai dû m'absenter en fait, donc j'ai loupé. Je pense que vous avez peut-être répondu à ma question par rapport au tri du linge et aux déchets des Filière résidents. normale. Comment? Filière normale. Filière normale, même pour Ouais. les vêtements, il n'y a plus besoin de sac Non. hydrosoluble, tout ça? Il y a jamais, enfin, il y a plus depuis longtemps, mais non. Non, il y a pas de, il y a vraiment, c'est vraiment un virus, il est réintégré, et même d'ailleurs, je n'ai pas fait de diapo dessus, mais même pour les personnes décédées, du Covid, c'est comme n'importe quelle infection respiratoire, donc c'est rien de particulier. C'est gestion normale d'une personne décédée, voilà. Et le linge, filière normale, déchets, ira en DASRIS, qui irait d'habitude en DASRI pour n'importe quel résident. D'accord. Donc assez peu de choses finalement. Alors ce qu'on disait, peut-être vous étiez absenté, mais je disais si vraiment il a des diarrhées, parce que ça peut arriver sur les Covid, Oui. donc on peut considérer qu'on est sur une diarrhée à tendance un peu infectieuse. Donc là, les protections, uniquement ça, hein, les protections, bah, ce qui est souillé vraiment en DASRI, mais tout le reste en DAOM, et la vaisselle, traitement normal. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, ou est-ce que c'est votre dernière, chance, comme dire. Et enfin, pour cette fois-là, mais après vous pouvez nous reposer des questions si c'est pas suffisamment clair, ou si vous avez des situations particulières. Et puis on vous diffusera dès que possible ce document qu'on prépare sur la gestion des épidémies d'IRA. Donc, hein, c'est pas un document Covid, hein, c'est vraiment un document infection respiratoire aiguë, qui devrait vous permettre, voilà, de tout au long de la saison, d'avoir, si vous avez ça dans votre
dans votre classeur, de dire « Ah oui, c'est vrai, bon, donc là, je fais telle et telle chose. » et comme ça, voilà. Nous, c'est le document qu'on relaiera à chaque fois qu'on nous interpellera sur un cas d'épidémie de DIRA. Et puis, n'hésitez pas à vous appuyer sur l'Agence régionale de santé aussi. Hein. C'est eux en première ligne aussi sur les... Enfin, si vous signalez, c'est eux qui vous contacteront. Et c'est normal, ils vont pouvoir soit orienter vers nous, soit gérer eux. Ils ont des infirmières de veille sanitaire qui vous permettront de faire face. Bon après-midi à vous tous et puis à bientôt. Il y a la prochaine date, 15 novembre, Légionnelle.